Bonjour à tous. J'ai une question concernant un cas clinique. Mariem, une petite fille âgée de 9 mois, est en excellente santé, à l'exception d'une hernie ombilicale mesurant 2 cm, qui est rénitente, mais indolore. Ses parents sont préoccupés et se sentent coupables, car ils n'ont pas utilisé de ceinture ombilicale. Quels conseils pourriez-vous leur donner dans cette situation délicate? Merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à féliciter la PLS pour la réussite de ce congrès et je tiens aussi à exprimer ma gratitude de faire partie de cette session de questions flash qui consiste donc à donner des réponses simples et parfois c'est un petit peu compliqué de donner des réponses simples. Donc on revient à notre cas clinique, c'est celui d'une fille âgée de 9 mois qui présente une hernie ombilicale volumineuse avec des parents qui sont inquiets, avec un sentiment de culpabilité parce qu'ils n'ont pas utilisé de ceinture ombilicale. En fait, ce que je vais retenir, c'est essentiellement cette inquiétude des parents donc devant une pathologie qui est bénigne. Peut-être que la chose la plus délétère serait cette inquiétude de parents. Donc, je dois axer mon premier entretien à rassurer les parents. Déjà, en évoquant 3 notions. La hernie ombilicale est une pathologie qui est vraiment fréquente. Je vais peut-être vous étonner, mais à peu près 25% des nouveau-nés, selon des articles récents, auraient une hernie ombilicale. Ceci correspond à peu près à 800 000 nouveau-nés chaque année, par exemple, dans un pays comme les États-Unis. La deuxième notion qui peut rassurer les parents, c'est que dans la plupart des cas, on aura une résolution spontanée, donc à peu près 85% des cas vont se résoudre vers l'âge de 5 ans. Une troisième notion qui peut aussi rassurer les parents, c'est que la hernie ombilicale se complique très rarement. Et en fait, si vous voyez dans la littérature, il n'y a que 35 cas qui ont été rapportés dans la littérature anglaise de complications, notamment d'étranglement. Nous, à Monastir, on a vu à peu près 5 cas sur une période de 30 à 40 années d'expérience. Donc c'est une pathologie qui est bénigne, mais il faut toujours avoir à l'esprit que ça peut être associé à d'autres pathologies. Ça a été déjà bien expliqué par notre maître professeur Mounji Ahsisha. Donc ça peut être associé à des hypothyroïdies, mais aussi à d'autres syndromes comme le Wiedemann-Becquerel qui peut exposer à des pathologies graves, à des cancers comme le néphroblastome ou à des mucopolysaccharidoses. Maintenant vient la deuxième question qui se pose assez souvent, c'est quand est-ce qu'il faut opérer ces enfants. Là, on va se référer aussi à la littérature et selon le dernier Guidelines de 2019 de l'American Academy of Pediatrics, il faudrait attendre jusqu'à l'âge supérieur à 4 ans, quelle que soit la taille de la hernie. Mais parfois, on peut avoir d'autres considérations. Ces considérations sont essentiellement en rapport avec des parents qui peuvent être très inquiets ou des parents qui sont potentiellement négligents et qui peuvent nous pousser à opérer un peu plus tôt ces enfants. Maintenant, on revient finalement à cette ceinture. Donc les parents étaient inquiets parce qu'ils n'ont pas utilisé la ceinture. Bon, c'est un petit peu discuté. Je sais que dans cette salle, il y a certains qui vont utiliser la ceinture. En fait, c'est une attitude qui est plus utilisée pour les adultes parce que ça diminuerait les douleurs. Le fait d'avoir des anses intestinales qui sont pendantes, ça peut être douloureux. Donc, ils préconisent d'utiliser une ceinture avant la chirurgie pour diminuer les douleurs. Mais c'est une pratique qui peut exposer à des risques si elle est mal faite, notamment si vous allez laisser les anses intestinales à l'extérieur, vous allez mettre cette ceinture, ça peut exposer à une nécrose intestinale. Aussi, si elle est trop serrée, ça peut exposer à des problèmes respiratoires, à des macérations cutanées. Certains parlent d'un avantage psychologique. Donc les parents ne vont pas voir la hernie, donc du coup, ça donne un avantage psychologique. Mais je pense qu'on peut remédier à ça par une bonne discussion avec les parents en leur expliquant. Donc je vais conclure dans cette partie-là qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt démontré à cette ceinture pour les enfants. Voilà. On a terminé pour le premier cas clinique. On passe au deuxième cas clinique. Bonjour, Dr Xia. J'ai récemment administré le vaccin à Youssef, un nourrisson de 2 mois, et lors de l'examen des organes génitaux externes, j'ai remarqué un phimosis. Dois-je tenter de le décaloter? Et selon vous, quel âge serait idéal pour envisager une circoncision? Alors là, nous sommes dans un autre cas de figure, le cas de figure d'un garçon qui présente un phimosis.
Donc là, on va déjà parler le même langage et on va essayer d'expliquer certaines notions. Donc, vous savez, donc, le prépuce, c'est ce repli de peau mobile qui entoure le gland de la verge. Et en fait, le phimosis, c'est lorsque vous avez un rétrécissement de l'extrémité du prépuce qui va empêcher de décaloter complètement et facilement le gland. Il faut savoir que ce décalotage du gland ne peut se faire que dans 4% des nouveau-nés. Donc, il ne faut jamais forcer pour faire le décalotage parce que sinon, vous allez avoir des traumatismes et qui peuvent là donner des phimosis qui sont pathologiques. Donc, généralement, il n'y a aucune conséquence gênante de ce phimosis. En fait, la croissance du pénis, l'apparition des premières érections réflexes dès la petite enfance va donner un prépuce qui va s'assouplir peu à peu et le phimosis va disparaître naturellement. Tout ceci se passera d'habitude avant l'âge de 5 ans, parfois un peu plus tardivement, vers l'âge de l'enfance, voire la puberté. Parfois, donc, comme je vous ai dit, ce phimosis peut être acquis, c'est-à-dire qu'on n'a pas vu ce phimosis avant, mais on va le voir après, notamment lorsqu'on fait un décalotage forcé et répété du prépuce, et parfois aussi lorsqu'on a certaines maladies de peau, telles que l'eczéma, le psoriasis ou le lichen. Maintenant vient la question que vous allez sûrement vous poser. Quand est-ce qu'il faut appeler le chirurgien pédiatre? Alors, en cas de phimosis, il faut appeler le chirurgien pédiatre lorsque vous avez un enfant avec des difficultés à uriner. Le cas de figure classique, lorsqu'on a des difficultés à uriner, c'est un prépuce qui va même se ballonner lors de la miction avec une miction goutte à goutte. Donc là, c'est vraiment pathologique et ça va nécessiter une intervention chirurgicale. En cas aussi de balanopostite, ou bien sûr, en cas de paraphimosis. Donc, vous savez ce que c'est le paraphimosis, c'est lorsqu'on décalote le prépuce, mais on ne le recalote pas, et du coup, ça va étrangler le gland, ça peut avoir des complications qui sont assez graves. Donc, là aussi, il faut adresser le patient au chirurgien pédiatre. Et le dernier cas de figure, en cas d'infection urinaire à répétition. Dans notre contexte, qu'est-ce qu'on va proposer? On va proposer la circoncision. Dans d'autres pays, ils proposent la plastie du prépuce. Maintenant, pour les autres cas, vous allez me dire, les enfants qui n'ont pas de phimosis, disons, pathologique, quand est-ce qu'il faut faire la circoncision? Là, c'est une question un petit peu philosophique, parce qu'on aura plusieurs considérations. Il y a des considérations culturelles, parfois ethniques, mais là, je vais essayer de répondre à certaines considérations médicales et un point scientifique. Donc, il y a ceux qui préconisent de faire la circoncision à la période néonatale jusqu'à avant l'âge de 3 ans. Là, ça paraît comme une circoncision qui est sûre, qui n'est pas très coûteuse, qui a moins de répercussions psychologiques, et là, c'est très important, mais ça peut exposer à certaines complications, notamment l'excès de muqueuse. Pour ce qui concerne la tranche d'âge de 3 à 7 ans, là, le risque le plus important, c'est le risque psychologique, parce que cette circoncision peut être assimilée à une agression, à une menace de castration, même si c'est techniquement plus simple, vu la taille du pénis et vu qu'il y a moins de complications. Entre 7 à 14 ans, là, il faut discuter avec l'enfant. Et puis là, je vous ai mis pour la tranche d'âge de 14 à 18 ans, dans certains pays, on préconise même d'attendre jusqu'à cet âge avant de faire la circoncision, parce que là, l'enfant aura le choix libre pour choisir de faire la circoncision ou non. Ce n'est pas le cas de figure qui existe chez nous, mais il faut savoir qu'il y a vraiment plus de risques de complications chez cette tranche d'âge-là. Voilà. Donc on a terminé avec notre deuxième cas clinique. On passe au troisième cas clinique, s'il vous plaît. Cher docteur Xia, je vous adresse une question concernant un nouveau-né qui présente un testicule droit en position inguinale non abaissable. Nous souhaitons savoir à quel moment serait-il approprié d'envisager une intervention chirurgicale pour corriger cette anomalie, et s'il existe une place pour un traitement hormonal dans ce contexte. Il est important de noter que l'examen du nouveau-né à la recherche d'anomalies de différenciation sexuelle, telles que la taille du pénis et la palpation de l'autre gonade, n'a révélé aucune anomalie. Nous attendons avec impatience votre expertise sur ce sujet. D'accord, donc là, dans le troisième cas clinique, donc nous sommes devant un garçon de 9 mois qui a un testicule cryptorchide en position inguinale. Là aussi, le terme qu'on doit utiliser, c'est le terme de cryptorchidie.
En fait, vous savez la différence entre cryptorchidie et ectopie. La cryptorchidie, c'est lorsque vous avez un testicule en position anormale, mais dans le trajet normal de migration du testicule. Et l'ectopie, c'est lorsque vous avez un testicule en position anormale et qui n'est pas situé dans le trajet normal de migration du testicule. C'est quelque chose d'assez fréquent, ça touche à peu près 1,5% des garçons. L'évolution spontanément favorable est possible. Au prix de quoi? Au prix des sécrétions hormonales. En fait, cette migration testiculaire se fait à travers ou via les hormones. Donc, vous savez qu'à la période néonatale, les 15 premiers jours notamment, on a un excès de sécrétion hormonale, ce qu'on appelle déjà la mini-puberté précoce. Donc, on peut espérer avoir un abaissement spontané de ce testicule. Et en fait, presque la moitié, vers l'âge de 1 an, vont avoir le testicule en place et la moitié vont avoir des testicules qui sont cryptorchides. Maintenant, pourquoi faut-il opérer ces enfants? Pourquoi faut-il les traiter? Parce que cette cryptorchidie, elle expose au moins à 5 risques. Un risque sur la fertilité. Vous savez tous que la température au niveau du corps humain est différente de la température au niveau des bourses. Il y a une différence de température et du coup, ça peut affecter le processus de spermatogenèse. Il y a aussi un risque de cancérisation qui est plus élevé, au moins 4 fois plus qu'un testicule en position normale. Le risque de torsion testiculaire. Il y a aussi le risque traumatique, notamment dans les testicules qui sont inguinaux, parce que c'est un testicule qui est fixe, qui ne jouit pas de ce réflexe crémastérien qu'on a au moment de la peur ou bien de la menace. Et puis bien sûr, il y a le risque psychologique. L'identité sexuelle du garçon peut être atteinte si on n'a pas cette gonade au niveau du testicule. On a bien parlé au niveau de ce cas clinique des questions s'il faut faire des explorations. D'habitude, il n'y a pas d'explorations qui sont nécessaires, à part peut-être le cas lorsqu'on a des testicules qui ne sont pas palpables au niveau inguinal. Donc peut-être on peut faire une échographie pour rechercher un testicule en position abdominale et aussi lorsqu'on a une suspicion de DSD, donc des désordres de différenciation sexuelle, là où des explorations même biologiques peuvent être demandées, où on peut adresser le patient à un endocrinologue. Là, j'insiste aussi sur l'importance de l'examen clinique, donc voir l'autre gonade, voir le pénis, la taille du pénis, apprécier le MEA, apprécier les bourses, c'est très important lorsque vous avez une cryptorchidie. Maintenant, quand est-ce qu'il faut opérer? Donc, lorsque j'étais, disons, jeune interne, on commençait à opérer ses enfants vers l'âge de 4 ans, on nous disait. Puis on est descendu à 2 ans, 1 an. Maintenant, c'est entre l'âge de 6 mois à 12 mois. Pourquoi? Parce qu'après 6 mois, on n'a plus d'espoir d'avoir une résolution spontanée. Et puis, il y a des considérations anesthésiques et des précautions chirurgicales. Juste une petite parenthèse pour le traitement hormonal. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui peut être appliqué, mais c'est vraiment délétère, ça peut avoir des répercussions. Sincèrement, on n'utilise plus le traitement hormonal pour les complications que ça peut engendrer. Et puis je vais conclure par la nécessité du suivi. Ce sont des enfants qui doivent mériter un suivi lent jusqu'à l'adolescence et même plus, parce qu'on peut avoir un risque d'involution du testicule, des problèmes de fertilité, donc il faut insister sur le long terme pour ces patients. Voilà. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, professeur Serra, pour ces frappes chirurgicales. C'est clair, net et précis. Merci beaucoup.